Des gestes d'apaisement avec le retour depuis quelques jours de plusieurs exilés pro-Gbagbo après plus de 10 ans passés au Ghana. Un retour qui s'est fait sous la houlette du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en accord avec le gouvernement ivoirien. Un retour qui devrait accélérer le processus de réconciliation puisqu'il devrait être suivi dans les prochains jours du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour en parler sur ce plateau virtuel, nous avons en ligne d'Abidjan M. Net Willy, qui est président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Net Willy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Et notre consultant, Maître Jacques Brice Momnougui, qui est en ligne de Bordeaux en France. Je rappelle qu'il est avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste et défenseur des droits de l'homme. Maître Jacques Brice Momnougui, bonsoir. Bonsoir et merci pour la traditionnelle invitation. Écoutez, c'est nous, ce retour des exilés du Ghana, du camp de Laurent Gbagbo, est un retour qui est apprécié dans le camp de l'opposition. Mais il y a une interrogation. Net Willy, comment est perçu ce retour au niveau de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme? Parce qu'on entend de nombreuses voix se plaindre des récriminations venant des victimes. Ben effectivement, merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur la question. De notre point de vue, c'est une bonne initiative, nous nous en félicitons d'ailleurs, parce que premièrement, c'est une initiative qui est de nature à booster, si je puis m'exprimer ainsi, la réconciliation. Mais en même temps, c'est une initiative qui nous renoue avec l'état de droit, parce que notre constitution est claire là-dessus. Aucun de nos citoyens, de nos concitoyens ne doit être contraint à l'exil. Et pour cela, nous nous réjouissons en tout cas pour ces initiatives-là. Et puis, vous avez abordé une question très importante, celle des récriminations que l'on observe de la part des victimes. C'est vrai, ça a été l'une de nos préoccupations majeures, parce que les différents procès qui se sont tenus suite aux événements de la crise post-électorale n'ont véritablement, pour l'une, pas situé de responsabilité, et pour l'autre, n'ont pas pris en compte en fait le dédommagement des victimes. Je vais parler du dernier procès Amadé Ourémy. Quand on sait que le prévenu est véritablement insolvable, et on se pose donc la question de savoir que va-t-il advenir des victimes de cette crise-là. Ça, c'est une inquiétude que nous partageons aussi avec ceux qui récriminent. Et qui doit dédommager? C'est l'État qui doit procéder au dédommagement après que la justice a fait son travail. Oui, mais en principe, je crois qu'après un procès, on s'attend aussi à des réparations judiciaires. On s'attend à des réparations judiciaires. Et dans le cadre des différents procès que nous avons eus en Côte d'Ivoire, vraiment on reste sur notre faim quant aux réparations, en tout cas à obtenir pour les victimes. Je crois que dans le cas du procès Amadé Ourémy, l'avocat qui représentait autour de 34 victimes a même plaidé pour que l'État soit condamné solidairement, de sorte à réparer les préjudices subis par les victimes. Mais je crois que le juge n'est pas allé dans sa direction, et donc nous nous inquiétons en tout cas de ce que ces victimes-là ne puissent pas véritablement obtenir réparation quand on connaît les capacités financières de Amadé Ourémy. Alors, Maître Jacques Brice Momnougui, vous êtes avocat.
dans ce cas de figure, comment devraient procéder les victimes pour essayer d'obtenir réparation? Disons que nous devons d'abord saluer l'initiative du gouvernement ivoirien, qui est une initiative d'apaisement, permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de retrouver sa véritable histoire, une histoire d'un pays de paix et d'un pays de personnes conciliantes. En ce qui concerne les réparations en tant que telles, lorsqu'on a fait l'objet d'une décision d'acquittement ou une décision de non-condamnation, la demande d'un point de vue juridique, en réalité, se fait auprès des juridictions qui ont prononcé le non-lieu ou l'absence de condamnation. Mais la question des réparations également pose la question du préjudice qu'il faut également établir, déterminer et justifier souvent avec des pièces, ce qui est assez difficile. Donc en général, les tribunaux se contentent de la réparation d'un préjudice moral pour essayer de compenser la situation d'enfermement ou de détention des personnes concernées. Je pense quand même que pour l'heure, au-delà de la réparation qui est légitime, qui est attendue, l'heure est beaucoup plus à la réconciliation et j'espère que le retour de ces personnes permettra notamment d'initier un grand dialogue en Côte d'Ivoire et de réparer le mal profond que vit ce grand pays d'Afrique, à savoir la séparation profonde de ses enfants. Le droit n'est pas seulement là pour réparer les torts ou sanctionner les auteurs d'infractions. Le droit également est source de réconciliation lorsqu'il permet de trouver par une justice crédible également, les éléments de langage permettant à des personnes de s'asseoir autour d'une table. Je crois que c'est ce que je peux dire en introduction de ce qui se passe aujourd'hui, de positif d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Net Willy, on a vu des images émouvantes de personnes reçues, accueillies par des proches en larmes, avec en tout cas une mobilisation importante. Il y a d'ailleurs un travail qui est fait pour continuer à faire la promotion de ce message de paix. On a vu le message de Madame Koudou, la sœur du président Laurent Gbagbo, elle aussi rentrée d'exil. Ce sont des moments d'émotion qui montrent bien qu'il est possible, avec un peu de volonté politique, de passer, pas passer l'éponge, mais de faire un pas supplémentaire vers ce processus, vers le renforcement de ce processus de réconciliation enclenché il y a plusieurs années. Ben, je pense que l'une des personnalités qui est rentrée en Côte d'Ivoire, notamment Bicas Zamanan, dans son message devant la presse, l'a bien signifié. Il y a un temps pour tout et que le temps de la réconciliation est arrivé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est le besoin de réconciliation. Parce que pendant près de 10 ans, tous ces clivages-là qui ont été soit entretenus par les uns et les autres n'ont rien donné, sinon qu'aggraver la fracture sociale. Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Maître, les autorités ivoiriennes ont jeté le pavé de la mare pour véritablement faciliter la réconciliation. Et je pense que c'est une initiative à saluer et à poursuivre, bien sûr, parce que je sais que bien avant que les exilés de Dakar ne rentrent, il y a eu aussi du côté de la Côte d'Ivoire la libération de certaines personnes détenues justement à l'issue de la crise électorale passée. Et tous ces gestes-là sont, de mon point de vue, en tout cas, des actes forts pour consolider la paix. Donc commencer par la réconciliation et ensuite consolider la paix.
consolider la paix, qui est bien sûr ce moteur qui devrait aider le pays à redémarrer durablement. On sait quelle est la place de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, une place qui a été bien sûr un peu perdue après la crise post-électorale qui a entraîné bien sûr le départ de nombreuses personnes, notamment vers les autres pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. C'est le cas pour nombre d'étudiants qui se sont retrouvés à Dakar au Sénégal. On a dans cette configuration, après ce retour, le terrain qui est investi par ces personnalités-là. Vous avez tout à l'heure évoqué le président Picasse, qui est allé à Yopougon tenir aussi un message de paix, rappeler les sacrifices évidemment de son mentor Laurent Gbagbo. Oui, absolument. Je pense que c'est une dynamique qui est partagée par l'ensemble des partisans de Laurent Gbagbo, parce que je crois que lui-même l'a dit, il revient dans une dynamique de paix, comme tu l'as dit, consolider la paix, et ça a été maintes fois répété que pour qu'il y ait la réconciliation véritable, que tous les enfants, tous les fils de Côte d'Ivoire puissent se retrouver. Je suis d'avis en tout cas que au niveau des différentes chapelles politiques, c'est justement cette, comme le disait tout à l'heure Maître, ce sont ces éléments de langage qui doivent prévaloir, de sorte qu'on puisse véritablement arriver à cette fin-là. Alors il y a évidemment ces inquiétudes qui sont souvent revenues, Maître Jacques-Brice Momnogui, au sujet de ces décisions de justice qui attendent, qui ont été prises à l'encontre de certains exilés et qui, bien sûr, n'ont pas été levées. Oui, je pense que le processus qui a enclenché ira à son terme, puisque on voit bien que pendant 10 ans, il y a eu des difficultés à mettre en place toutes les mesures que l'on met aujourd'hui. Je pense également que le gouvernement ivoirien et le président de la République, Alassane Ouattara, me semble-t-il, est entré dans une nouvelle phase d'exercice de son pouvoir. Parce qu'il a quand même fait 2 mandats, il est dans un mandat exceptionnel. Et je pense que pour lui aussi, il a le souci de sortir par la grande porte de l'exercice du pouvoir. Et de même, nous arrivons également à une situation où le président Gbagbo aussi a été acquitté par la Cour pénale internationale. Je crois que les circonstances sont telles que c'est toute la Côte d'Ivoire qui demande à ce que la paix règne à nouveau. Et cette paix, comme disait l'ancien président de l'Unité Mémoire, Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un mot mais un comportement. Il ne s'agit pas simplement de prononcer le mot paix pour qu'il y ait paix. Il faut que les actes également démontrent que nous sommes dans un esprit de paix. Et ces actes qui sont attendus notamment, c'est le fait que les condamnations qui ont pu être prononcées, évidemment, fassent l'objet, comme ça a déjà été fait d'ailleurs pour le cas de Simone Gbagbo, d'une intervention du président de la République dans le cadre constitutionnel, soit en prononçant des grâces, soit en prononçant d'autres mesures, permettant que ces décisions ne soient pas mises en application. On imagine mal un Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire et se faire arrêter parce qu'il y a eu une condamnation qui a été prononcée à son encontre. Cela serait quand même catastrophique pour l'objectif de paix qui est en Côte d'Ivoire. Évidemment, les victimes aussi peuvent se dire mais c'est pas possible, nous avons des décisions de condamnation contre des personnes, nous sommes des victimes. Si ces décisions ne sont pas exécutées, nous avons également un préjudice. Donc il va falloir arbitrer à la fois les décisions de non-condamnation, de non-exécution des peines qui ont été prononcées, soit des jugements de révision pour que nous puissions rentrer dans un cadre légal. Il faudrait même des jugements de révision. Dans un cadre, quand je dis légal, dans un cadre qui satisfasse tout le monde. Et également le besoin d'indemnisation des victimes qui se posent également, puisqu'elles pourraient également réclamer que les sentences soient également mises à exécution. Donc, c'est un véritable challenge qui s'offre à la Côte d'Ivoire, mais je ne doute pas que les Ivoiriens sauront trouver les moyens de pouvoir manager tout ça dans les intérêts des uns et des autres, pas simplement des personnes
qui rentrent en Côte d'Ivoire et dont on souhaite qu'elles rentrent en Côte d'Ivoire pour que la paix s'installe, mais également pour que les victimes n'aient pas l'impression qu'il y a eu une justice finalement pour rien. Et ça, c'est également important de prendre cela en considération. Net Willy, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme est justement au cœur de ce dossier, puisque vous avez recensé tout ce qui est compilé, tout ce qui a été enregistré, ou bien le gros des exactions commises pendant cette crise post-électorale. Vous êtes mis à contribution par le gouvernement pour appuyer ce processus? Non, du tout. On n'a pas été sollicité ou mis à contribution pour appuyer ce processus. Au contraire, pour peut-être refaire la petite histoire, c'est que nous, dans le cadre de notre activité quotidienne qui est la protection, la promotion et la défense des droits de l'homme, on a, avec d'autres ONG sœurs, notamment le Mouvement ivoirien des droits humains et la FIDH, nous avons en son temps documenté les différentes violations. Nous nous sommes constitués partie civile pour certaines des victimes. Et comme vous le savez sans doute, on a in fine, en tout cas, on n'a pas atteint nos objectifs parce qu'il y a eu cette ordonnance d'amnistie de 2018 qui est devenue loi d'amnistie en 2019, qui donc nous a, je dirais, coupé l'herbe sous le pied. Et à ce propos, nous avons initié un recours en excès de pouvoir contre cette ordonnance d'amnistie-là, qui aujourd'hui est en cours, qui est devant le Conseil d'État. Voilà, donc au niveau des procédures judiciaires, en tout cas, nous nous sommes engagés et je ne pense même pas que l'État, les autorités puissent nous solliciter en tout cas pour quoi que ce soit, puisqu'elles connaissent notre position sur cette question. Et justement, votre position sur la question est claire. Elle met d'abord en avant les intérêts des victimes, qui sont souvent des personnes très faibles. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas le sentiment dans une frange de l'opinion que c'est une affaire, une forme d'arrangement entre gens d'un certain niveau ou bien entre acteurs politiques? Mais absolument, c'est ce sentiment-là qui anime surtout les victimes. Parce que pour qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas la première crise que nous vivons. Il y a eu, avant cette crise-là, d'autres crises qui, à un moment donné, ont fait l'objet d'arrangements politiques, comment on appelle, d'amnistie et tout. C'est pas du temps de Ouattara, hein, c'est depuis le temps de Gbagbo aussi, il y a eu des amnisties et à chaque fois, ce sont les victimes qui ont été laissées pour compte. Je ne pense pas, en tout cas, de ce que je sais de ma mémoire, je ne pense pas qu'il y a eu véritablement, depuis cette période-là, que la question des victimes a été véritablement adressée. Et nous, on pensait que la meilleure façon de régler la question des victimes, c'était de faire des procès, ne serait-ce que pour donner une histoire à ce qui leur est arrivé, reconnaître leur statut véritable de victime, et puis, d'obtenir soit réparation judiciaire et puis indemnisation de la part de l'État. Mais ce sont des arrangements politiques qui sont aussi fonction du contexte. Nous ne partageons pas toujours, mais écoutez, c'est ce à quoi nous sommes confrontés et on espère, en tout cas dans tout ce qui se fait là, qu'il y aura vraiment de la place pour les victimes, que les victimes soient placées vraiment au centre de ces différentes tractations là pour qu'elles ne soient pas passées par perte de profit. Voilà.
Maître Jacques-Brice Momnougui, on veut rapidement illustrer avec ce qu'il s'était passé au Rwanda, même si ce n'est pas exactement la même chose. Il y a eu après pour la justice la mise en place des gachacha. Est-ce que c'est ce type de mécanisme qu'il faudrait mettre en place dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Disons que je suis mal placé pour savoir ce qu'il faudrait mettre en place en Côte d'Ivoire. Mais je pense quand même que... Non, mais justement par rapport à la démarche. Oui, les gachacha, c'était des sortes de tribunaux de proximité, peut-être avec d'autres approches. Moi, aujourd'hui, je suis persuadé que le procès ne permet malheureusement pas de réparer la souffrance qu'il y a dans le cœur des hommes. En revanche, le dialogue le permet, un véritable dialogue, et les réparations le permettent aussi. Donc, à mon avis, ce qui est beaucoup plus important pour une victime, plus qu'un procès, au-delà d'un procès, c'est la reconnaissance de son statut de victime. Cette reconnaissance résulte d'un instrument. Ça peut être une décision, ça peut être une loi, ça peut être une situation. Quand on a reconnu le statut de victime ici en France, par exemple, des Juifs, c'est les mécanismes légaux qui l'ont permis, sans qu'il y ait forcément un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place. Je crois que par des mécanismes légaux, on peut reconnaître certains statuts à des personnes qui ont été victimes de guerre ou de victimes d'une crise post-électorale ou de victimes d'actes politiques, de manière à pouvoir mettre en place un processus en fait de réparation. C'est ça qui est important. C'est quand il y a réparation, il y a reconnaissance du statut de victime. Je ne suis pas particulièrement favorable à ce que, dans le contexte qui est celui de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que toutes les personnes qui rentrent fussent-elles impliquées dans des actions identifiées. Parce que la question qui se pose également quand on a la justice, c'est la question de l'indépendance des autorités de poursuite. Et ça, c'est une question fondamentale. Nous savons que souvent, malheureusement, on aboutit dans la plupart des procès qui sont faits à l'issue de crises politiques à ce qu'on appelle des procès politiques et pas des procès judiciaires. C'est ça le problème. Donc il faut éviter que ce soit le pouvoir politique donne l'impression que c'est lui qui juge finalement les autres parties. Et ça ne renvoie pas l'idée d'une justice. Une justice doit être indépendante et impartiale et elle doit également être faite dans un climat de sérénité pour permettre que la vérité puisse en sortir. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'on peut souhaiter, c'est moi je serais pour la mise en place d'un dispositif d'identification des victimes. D'abord, c'est important, on peut s'associer avec la Ligue de défense des droits de l'homme, des associations ou des institutions qui existent et qui peuvent vraiment reconnaître le statut de victime, à qui on pourrait faire une délégation légale de reconnaissance du statut dans un travail d'identification, parce que tout le monde ne peut pas être victime, et ensuite de mettre en place un processus de réparation, mais qui passerait également par un processus également, comme on l'a fait à l'Afrique du Sud, je suis plutôt favorable, par un dialogue vérité de concession et des personnes qui reconnaîtraient qu'elles ont pu mal agir, mais sans qu'on aboutisse véritablement à la mise en place de procès qui pose le problème d'indépendance judiciaire, de clarté des procédures, de loyauté des débats et de légitimité également de procédures. Voilà ce que je crois qu'on s'était un peu inspiré de la commission Vérité et Réconciliation également du côté de la Côte d'Ivoire, même si on imagine bien que l'approche n'a pas été la même qu'en Afrique du Sud, mais je crois que l'objectif recherché à un moment donné était celui de faire en sorte que les gens se parlent et puis qu'ils arrivent à s'accepter, à se pardonner. Oui, absolument. Il y a eu, je voulais renchérir sur l'intervention de Maître tout à l'heure pour lui dire que il y a eu la CDVR qui a été mise en place, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui a, qui a fonctionné à pratiquement près de 16 milliards de francs CFA. Il y a eu, après la CDVR, il y a eu la CONARIV,
la Commission nationale de réparation des victimes et qui a fait son travail aussi, qui a identifié un certain nombre de victimes, qui a déclaré certaines victimes pas victimes, certaines victimes sur une liste grise qui devaient prouver qu'elles étaient victimes à travers la présentation de certains documents. Et puis, il y a eu le ministère de la cohésion sociale qui, entre-temps, a indemnisé certaines personnes, certaines victimes, pendant que la CONARIV était en train de travailler, n'avait pas encore déposé sa liste. C'est pour dire, en fait, qu'il y a eu vraiment différents mécanismes qui, soit du fait des animateurs, soit du fait de la politique ou de la stratégie qui a été mise en place, n'ont vraiment pas donné satisfaction. Et certainement que c'est tout ça qui nous a amené à penser que c'est une question de ça doit être une question de volonté politique. Voilà, même au niveau de la justice, que la justice qu'on fasse des procès qui, au lieu d'être des procès à connotation judiciaire, soit des procès à connotation politique, c'est une question de volonté politique. S'il y a la volonté du politique de faire en sorte que les victimes puissent obtenir une véritable réparation judiciaire, ils vont laisser la justice travailler. Ça, c'est un fait. Et puis de deux, c'est que aussi, même dans le comportement de l'autorité, on peut, je dirais, le comportement de l'autorité peut amener les acteurs de la justice à s'auto-censurer. Voilà, donc sur ce fait-là, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est pas forcément les procès ne seront pas forcément des procès sur lesquels le politique ne va pas avoir d'impact, mais c'est aux politiques de montrer sa volonté, en tout cas, d'aller à la consolidation de l'état de droit. Voilà. Il faut créer les conditions pour que la justice soit équitable. Il y a eu ce retour qui suscite quand même de l'espoir. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement du point de vue de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme? Est-ce qu'il va y avoir une accélération de ce processus de réconciliation, une accélération des apaisements, parce que il y a quand même eu des rancœurs, on ne peut pas l'occulter, et ces rancœurs-là ont besoin d'être pensées, d'être jugulées, pour d'être digérées. Oui, absolument. Je l'ai dit tout à l'heure d'entrée. J'ai dit que c'est une dynamique qui avait été lancée, et une dynamique qui était épousée, enfin que tout le monde embrassait, aussi bien du côté des autorités en place que des partisans de Laurent Gbagbo, que des partis d'opposition. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de la paix. Ça fait quand même 10 ans que ces clivages-là persistent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de clivage, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition, mais ça veut dire que maintenant, qu'il faut que ce soit pas par la violence qu'on règle tous ces problèmes-là, que ce soit par le débat, par un débat constructif, par un débat politique constructif, pour que au moins, c'est vrai que les deux grands groupes sont en action, mais au moins permettre aussi à la société civile, qui est une force avec laquelle il faut compter, jouer sa partition. C'est pour cela qu'à juste titre, d'ailleurs, on s'est réjoui de la libération de notre consoeur, Chérif Balé, qui est aussi, je dirais, le résultat de cette volonté d'apaisement-là. Et on sait qu'il y a eu également, Net Willy en Côte d'Ivoire, ces problèmes fonciers entre communautés. À supposer que parmi ceux qui reviennent au pays, eh bien, il y ait des personnes dont les terres avaient été prises dans l'immédiat, ça se gère comment? Mais si vous avez pris une terre qui ne vous appartient pas, bon, je parle sous l'autorité de maître, vous ne pouvez pas vous approprier quelque chose qui ne vous appartient pas. Et pour prouver que ça vous appartient, il y a un minimum de procédures ou bien de documents à fournir. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ben, je pense que
cette volonté d'apaisement, cette volonté de réconciliation va prendre en compte quand même ces aspects-là. Et puis, je dirais que, peut-être c'est pour finir, dire que nous restons toujours attachés. C'est vrai que tout à l'heure, en introduction, Maître l'a dit, que la justice n'est pas toujours répressive, c'est vrai, elle éduque souvent aussi, elle favorise la réconciliation. Mais sincèrement, de mon point de vue, on ne peut véritablement construire un État démocratique, un État de droit en tout cas, qu'en mettant la question du droit au centre de tous les échanges. Voilà, c'est-à-dire l'application sélective de la loi, l'application partielle de la loi, sont autant de comportements qui favorisent en tout cas ces différents clivages-là. Donc c'est ce qu'il faut chercher à régler, je pense. Il faut chercher à régler la question de la justice. Maître Jacques-Brice Momnogui, ça demande aussi un certain dépassement des acteurs politiques, quel que soit le bord. Surtout, bien sûr, pour ceux qui sont détenteurs du pouvoir. Arriver à se surpasser pour faire en sorte que justement cette justice-là soit au service de tous. Maître Jacques-Brice Momnogui, parce que ceux qui ont le pouvoir en général ont des moyens de pression. Je vais vous prendre deux citations que j'aime souvent reprendre dans mes plaidoiries parce que je les trouve très pertinentes. La première est celle de Mandela. Il disait que un grand juge doit se lever contre ses préjugés, contre son éducation. Et je trouve que pour qu'une justice soit véritablement une grande justice, il faut que les juges arrivent à se lever contre leurs préjugés et leur éducation. C'est très difficile. La deuxième citation est celle de Jacques Vergès qui disait « La justice est celle qu'on impose. Mais je crois qu'on peut imposer une autre forme de justice. » Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? La notion de justice, telle qu'elle est conçue dans nos États africains, dans le schéma constitutionnel que nous avons choisi, qui est majoritairement celui de la France, fait du pouvoir judiciaire, quoi qu'on en dise, un subordonné du pouvoir exécutif. Lorsque vous avez des magistrats, des juges, qui, dans notre contexte africain et dans le contexte français également, sont des fonctionnaires, dont des agents de l'État, il faut qu'ils aient beaucoup d'esprit d'élévation pour arriver à ne pas être des continuateurs d'une politique de l'État. Politique de l'État qui est fixée constamment par l'exécutif. Et même du courage. Donc je crois que, en réalité, la difficulté que vous évoquez, la question que vous posez, elle va beaucoup plus loin dans le mécanisme que nous avons constitutionnellement donné au pouvoir judiciaire. Dans le cas des États-Unis, par exemple, vous avez des juges qui peuvent décider de rendre des décisions comme ils les sentent, sans s'en rendre compte à personne. Mais dans notre contexte à nous, si vous y ajoutez notre éducation, c'est-à-dire notre éducation tribalistique, régionale, qui font que lorsque vous devez juger l'un de vos proches, vous êtes encore soumis au-delà d'une pression qui pourrait exister politique, mais vous êtes encore soumis aux règles traditionnelles qui font qu'il est encore plus difficile d'entrer en voie de condamnation contre telle personne lorsqu'on est originaire de telle région. Vous voyez que c'est pas évident. C'est pour cela que je crois qu'en réalité, la justice dans nos États, elle est encore à parfaire, à construire, parce qu'il nous faut encore du temps. Et de toute façon, la justice est toujours à parfaire, même ici en France, je vous le garantis. Mais je crois qu'à chaque fois, l'obstacle qu'on a, c'est d'abord l'indépendance du pouvoir judiciaire. On le voit, ça c'est, je ne vais pas vous faire un schéma. Et de l'autre côté, c'est arriver à se lever contre ses propres préjugés, contre son éducation. On a vu récemment, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, dans plusieurs États africains, à chaque fois qu'il y a changement de régime, il y a mise en place des procédures contre ceux qui sont partis. Alors ceux qui étaient d'un côté changent d'un coup de casquette. Tout cela ne renvoie pas l'image d'une sérénité de la justice. Je disais tout à l'heure dans mon intervention que
pour qu'il y ait une véritable justice, il faut s'assurer que les autorités de poursuite soient des autorités de poursuite indépendantes. Sinon, les preuves qu'elles collectent sont soumises à la suspicion. Et dès lors qu'il y a suspicion, on ne peut pas donner de la légitimité à la justice. Nous rappelons aux téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, que le rendez-vous, c'est la tribune du mardi consacrée aujourd'hui au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le retour des exilés est-il un pas significatif vers la paix, le renforcement de la paix dans le pays? C'est de cette question, bien sûr, que nous parlons. Le retour des exilés, en tout cas, on a été d'accord là-dessus, est un pas important vers la réconciliation. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme, finalement, n'est pas très impliquée, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour aider, même si elle n'a pas été sollicitée, Netwili? Nous, la Ligue a sa même ligne, hein, c'est celle de, comme le dit notre slogan, tous les droits pour tous, à commencer par ceux les plus vulnérables. Et je pense que dans cette situation, les plus vulnérables aujourd'hui, ce sont les victimes. Et donc notre action, comme nous l'avons toujours fait, sera tournée vers les victimes. À ce propos, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons représenté près de 34 victimes dans le procès Amadé Ouremi. Et vous avez recensé environ combien de victimes? Nous représentons en tout et pour tout pour la procédure qui a été initiée à l'issue de la crise post-électorale, 250 victimes. Alors, nous avons un groupe d'action judiciaire qui est composé aussi bien d'avocats ivoiriens que français, notamment les avocats de la FIDH, des avocats ivoiriens qui se sont réunis dans ce que nous appelons ici le GAGE, le groupe d'action judiciaire. Et donc c'est ce groupe d'action judiciaire-là qui accompagne donc les victimes que nous représentons dans les procédures devant les juridictions ivoiriennes. Voilà, et donc notre action va toujours continuer auprès des victimes pour que vraiment ces victimes puissent obtenir une réparation. D'abord la reconnaissance, ensuite la réparation. Et comme l'a dit tout à l'heure Maître, le premier pas important pour ce qui concerne la réparation des victimes, c'est la reconnaissance de leur statut de victime. Et à ce propos, je crois que des organisations de victimes en Côte d'Ivoire et des ONG de défense des droits de l'homme, en plus la LIDO, je crois, ont initié une proposition de loi, en tout cas, pour que les victimes aient un statut qui soit reconnu. Voilà. En tout cas, il y a un ministère de la réconciliation qui a le cœur à l'ouvrage. Il devrait aider à accélérer également ce processus. Je rappelle que Netwili est président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et une question avant de nous séparer, parce que vous êtes pris par le temps. Vous avez eu l'occasion de consulter le rapport de la CDVR? C'était pas un rapport public. C'était pas un rapport public. Et donc je ne peux pas vous dire en tout cas ce qu'il contenait. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Donc, il n'y a pas eu cette collaboration avec la Ligue ivoirienne des droits de l'homme pour lui permettre d'avoir accès à certains éléments. Mais écoutez, on vous remercie d'avoir participé à cette émission de la Tribune du mardi, que nous allons continuer avec Maître Jacques-Brice Moumnougui. Maître Jacques-Brice Moumnougui, donc on peut noter que la plus grosse difficulté dans tous ces processus de réconciliation au-delà de la Côte d'Ivoire, dans les pays africains où il y a eu des conflits, la plus grosse difficulté est de mettre en place ou bien d'avoir une justice qui soit équitable. Oui, effectivement, la plus grosse difficulté, c'est d'avoir, moi je dirais même d'avoir une justice crédible. Je crois que c'est une question beaucoup plus de crédibilité.
Vous m'entendez? Oui, je vous entends, maître. Nous vous entendons. C'est une question de crédibilité. Il faut que le processus de réconciliation, qu'il soit judiciaire ou qu'il s'agisse d'une commission de dialogue, vérité, réconciliation, soit un processus crédible. Et comment avoir un processus crédible? En essayant d'y impliquer les personnes qui ont une aura et une neutralité dans le processus de conflit, de manière à ce que ces personnes neutres donnent de la crédibilité au processus lui-même. Je crois que c'est ça le véritable problème. Et tant qu'il n'y aura pas de processus crédible, mais on ne peut pas avoir une véritable réconciliation en tant que telle, puisque dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des victimes, dans les cœurs des personnes, il n'y aura jamais eu une véritable justice. Donc tout est dans la crédibilité du processus qui est en cours. Tout est dans la crédibilité du processus qui est en cours. Vous l'avez rappelé, il y a aussi l'engagement individuel des acteurs politiques qui doivent tenir un discours différent, parce qu'on voit bien qu'il y a un enthousiasme et beaucoup d'engagement autour du retour de ces exilés, comme on a pu l'observer dans ces images. Et donc le retour attendu de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui devrait être fixé bientôt, devrait être un autre coup d'accélérateur à ce processus politique de réconciliation. À la condition, ce sera évidemment un coup d'accélérateur, mais à la condition, encore une fois, qu'à son retour, qu'il y ait véritablement un processus d'apaisement qui soit mis en place. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que d'un camp comme dans l'autre, mais surtout dans le camp des personnes qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, son acquittement est également une victoire judiciaire contre les accusations qui ont été portées contre lui. Et donc, il faut dépasser cette victoire judiciaire. Il faut dépasser les rancœurs d'hier pour qu'on ait véritablement de la paix. Je crois que l'erreur qu'on fait souvent dans les processus de réconciliation, c'est de toujours penser qu'il proviendra nécessairement des acteurs politiques dans le cadre des accords politiques. Je crois qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est que le pouvoir en place mette en place un processus, comme je disais, crédible. Crédible comment? Il faut des personnalités neutres qui réconcilient, qui s'impliquent dans les processus de réconciliation. Il faut une réhabilitation. Le président Alassane Ouattara a déjà promis que le président Gbagbo rentrera dans ses droits constitutionnels, ça c'est déjà très bien. Il faut également, si les victimes sont identifiées, une indemnisation qui soit une indemnisation crédible. Monsieur Net nous parlait tout à l'heure des victimes qui n'étaient pas des victimes mais qui étaient indemnisées. Vous voyez, tout cela se passe un peu dans l'ombre. Là, on nous dit que le rapport de la commission dialogue, vérité et réconciliation n'était pas public. Vous voyez, tout cela, c'est autant de choses. Il faut une publicité des choses. Il faut que les personnes soient invitées, les populations soient associées à cela et qu'elles n'aient pas peur également de s'exprimer. Les populations, mais également la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme. Évidemment, vous le dites si bien. Pourquoi la Ligue n'a pas été associée? Vous voyez, il y a tout un processus à mettre en place, mais ce processus-là doit être mis en place avec tout le monde, mais il doit également être quelque chose qui permette qu'au sortir de ce dialogue, les résolutions qui soient prises soient également appliquées de manière effective. Là, c'est une autre question. C'est bien de dialoguer, mais c'est mieux de pouvoir également mettre en place, à la suite du dialogue, les résolutions qui ont été adoptées par l'ensemble des participants. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens, le peuple ivoirien est un peuple d'accueil, un peuple chaleureux, un peuple de paix. Et je crois que après 10 ans, tout le monde est un peu fatigué de cette situation et que la paix va prévaloir, que les acteurs politiques alors il y a des proches feront leur part pour que toute la paix puisse s'installer en Côte d'Ivoire. Il y a des proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui ont demandé également pourquoi
il ne ferait pas partie des personnalités politiques qui devraient rentrer au pays pour participer à cet effort de réconciliation. Je pense que tout le monde doit être associé à ce processus de réconciliation. Tous les acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne doivent y être associés. Je ne vois pas pourquoi, même si le président Soro fait l'objet d'un mandat quand même en Côte d'Ivoire qui n'a pas été levé, et qu'il a quitté la Côte d'Ivoire dans des conditions troubles avec le régime politique actuel, je ne pense pas que son retour serait un obstacle à la paix, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, quand tout le monde a soif de paix, il faut laisser tout le monde s'abreuver à la rivière de la paix. Je crois que c'est ça aujourd'hui qu'on doit essayer de bâtir en Côte d'Ivoire, et le retour des acteurs politiques, un processus crédible après, et des décisions qui soient également effectivement appliquées pour que la paix règne de manière durable dans ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Alors, le retour des acteurs politiques, vous le soulignez, est nécessaire, mais on pourrait également avoir un choc des ambitions en ce qui concerne certains acteurs, parce que il pourrait y avoir aussi il y aura certainement un repositionnement par rapport à des projets personnels. Ça, on peut aisément le présumer. Ce sont des hommes politiques. Je crois qu'ils sont tombés dans la politique il y a très longtemps. Et peut-être le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a vraiment trop de politisation de la société ivoirienne. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est véritablement important, l'heure est à la réconciliation, l'heure est à la justice aussi, l'heure est au dialogue et à la vérité. C'est important également que, de part et d'autre, une vérité puisse être établie à propos de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais je crois que le plus important, c'est que le passé soit laissé au passé. Vous savez, Aziz, on ne construit jamais le présent avec le passé. On construit le présent pour le futur. Et je crois qu'il va falloir quand même que chaque acteur puisse avaler sa part. On dit en Afrique que la famille est comme le puits de la bouche. Si vous avez le puits dans la bouche, vous ne pouvez pas tout le cacher, vous allez avaler une partie. Je crois que chaque acteur doit avaler aujourd'hui une part de ce puits-là pour permettre que la paix s'installe sans qu'on fasse nécessairement le grand procès de ce qui s'est passé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'aller à une nouvelle Côte d'Ivoire apaisée, et donc que chaque acteur politique, justement, là vous avez raison, donne également des gages pour que nous puissions aller vers cette paix. Est-ce que le président Alassane Ouattara, il a déjà dit qu'il ne se représentait pas, mais il a été contraint de se représenter. Est-ce qu'on a besoin qu'il donne des gages qu'il ne se représentera pas? Est-ce qu'on a besoin que le président Gbagbo dise qu'il ne se représentera pas également? Est-ce qu'on a besoin que le président Bédié dise qu'il ne se présentera pas? Donc, toutes ces questions sont en suspens, mais elles sont également légitimes pour avancer vers une paix durable en Côte d'Ivoire. Exactement, la paix en Côte d'Ivoire est importante, et elle est donc au cœur de ce retour des exilés au pays, un retour qui a, on le rappelle, été voulu par les autorités ivoiriennes après la déclaration du président Alassane Ouattara suite à la confirmation de l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Il y a eu donc cet accord, cet engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire avec la contribution du Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU qui a permis, et on l'a également vu, d'encadrer ces réfugiés de retour au pays, de s'assurer de la sécurisation de leur retour, et plusieurs parmi eux sont d'ailleurs en activité sur le terrain. Nous avons essayé de joindre certains pour participer à cette émission, mais ils étaient bien sûr en activité, ça n'a pas été possible. Il y a eu à Yopougon le vice-président d'Amana Diapikas qui a tenu un petit meeting
à Yopougon pour rappeler les faits d'armes de son mentor Laurent Gbagbo, mais également pour rappeler à la réconciliation et à l'apaisement. Nous avons été dans cette émission en ligne de façon virtuelle, bien sûr, avec le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Neto Willy, qui est parti peu avant la fin de cette émission en raison d'un impératif, et en ligne également de Bordeaux en France, maître Jacques-Brice Moumnogui, consultant de la Tribune du Mardi, pour évoquer la situation en Côte d'Ivoire avec ce retour progressif des exilés que nous saluons tous. Maître, votre mot de fin? Que la paix règne en Côte d'Ivoire. La paix vaut toujours mieux et c'est le plus précieux des biens que l'on puisse avoir dans une nation. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas d'espoir. Et la chaîne panafricaine internationale Label Radio et Télévision va toujours accompagner les initiatives de paix sur le continent africain pour permettre justement à l'Afrique de mieux se porter et d'avancer, de prendre véritablement sa part, sa place dans le concert des nations. Merci de nous avoir suivis donc, et surtout de ne jamais désespérer de l'Afrique malgré tout, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.